Alors, la dernière fois, j'avais espéré finir les espaces de Hilbert, ça n'a pas été le cas. C'est souvent le cas, je prends un peu de retard. Juste, je suis plus certain, je me rappelle plus si j'avais défini les bases de Hilbert ou pas du tout. Non, hein? D'accord. Donc, on était dans un grand 3 espace de Hilbert. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de manipuler les espaces de dimension infinie, comme on le fait avec les espaces de dimension finie, avec une base, des composantes des vecteurs sur les bases, c'est-à-dire des combinaisons linéaires, mais en essayant d'étendre la notion de combinaison linéaire, qui est une notion finie, à une notion de combinaison linéaire infinie, c'est-à-dire une somme de... écrire un vecteur comme... une somme de alpha i, ei, avec ici un nombre infini de composantes. Alors, évidemment, pour donner un sens à ce genre de combinaison, il faut une notion de convergence de la série, et pour ça, il faut une norme. Enfin bon, on a construit les normes et les produits hermitiens et les normes associées aux produits hermitiens. Et donc, je crois que j'avais donné quand même la dernière fois la définition d'un espace de Hilbert. C'est un espace pré-hilbertien, c'est-à-dire un C-espace vectoriel sur... Enfin, oui, un C-espace vectoriel, un espace vectoriel sur C, avec donc un produit hermitien, avec toutes les propriétés qu'on a vues sur le produit hermitien, j'y reviens pas. Et donc une norme hermitienne associée. Et le point clé pour l'espace de Hilbert, c'est que cet espace doit être complet pour sa norme hermitienne. D'accord ? C'est-à-dire que toute suite de Cauchy de l'espace de Hilbert, de Cauchy au sens de la norme hermitienne, converge vers un élément de l'ensemble en question, enfin de l'espace de Hilbert en question. Donc ça, c'est la définition de l'espace de Hilbert. C'est un C-espace vectoriel complet pour sa norme hermitienne. Bien, et on avait introduit les sommes partielles de Fourier. Si on a une famille, je fais un petit résumé de la dernière fois, hein. Si on a une famille de vecteurs... une famille dénombrable, je vais me limiter au cas dénombrable. En fait, un espace de Hilbert qui admet une base de Hilbert dénombrable s'appelle un espace séparable. Donc, on va se limiter à ça. Donc, si on a une famille comme ceci qui est libre, et puis on peut la prendre orthonormée, libre au sens où toute combinaison linéaire de ces vecteurs-là ne peut être égale à 0 que si tous les coefficients sont nuls, enfin, d'accord, hein, famille libre au sens standard. Alors, on avait défini la somme partielle de Fourier d'ordre P pour un vecteur x quelconque dans l'espace de Hilbert comme étant la somme de n égale 1 jusqu'à P des h en x, hein, c'est-à-dire donc le produit scalaire de x sur en, la composante de x sur en, fois en. Donc, c'est ce genre de choses-là, mais on s'arrête au rang P. Donc ça, c'est une combinaison linéaire finie, donc jusque-là, tout va bien. La question, c'est est-ce que ça peut, quand P tend vers l'infini, est-ce que ça peut converger? Et si ça converge, est-ce que ça converge vers X? Alors, ce qu'on avait montré la dernière fois, si je me souviens bien, c'est que effectivement, cette somme partielle, la somme partielle de Fourier converge. On avait montré explicitement que ça, c'est une suite de Cauchy, d'accord? Donc les SP de X
pour P dans N est une suite de Cauchy, hein, c'est-à-dire que au-delà d'un certain rang, on peut être, la différence entre un SP et un SQ peut être aussi petite qu'on veut. C'est une suite de Cauchy, et par conséquent, comme par définition l'espace de Hilbert est un espace complet, pour sa norme hermitienne, cette suite de Cauchy converge. Et donc, effectivement, ça tend vers quelque chose quand P tend vers l'infini. Seulement, la question, c'est est-ce que ce quelque chose, c'est X ou pas? Est-ce que ça tend vraiment vers X ou ça tend vers quelque chose d'autre? A priori, ça tend vers un certain Y, ça on l'a montré, donc la suite est de Cauchy, donc elle converge. Ce qu'on aimerait bien, c'est que le Y en question soit X, c'est-à-dire qu'on puisse écrire du coup que X est égal à la somme de N égale 1 jusqu'à l'infini de H de ENX EN. Si on a ça, on a l'impression que notre EN, c'est comme une base algébrique, sauf que on s'autorise des combinaisons linéaires infinies, mais ça, c'est le genre d'équation qu'on aimerait avoir. Le genre d'expression qu'on aimerait avoir pour une base qu'on peut manipuler du coup de façon tout à fait ordinaire. Alors, je pense qu'on en était là, et la définition d'une base de Hilbert, c'est justement une base qui va nous permettre de faire des choses comme ça. Alors, je vais d'abord donner la définition, et ensuite, on va énoncer un théorème de caractérisation des bases de Hilbert. Alors, dans mon décompte, je ne sais pas s'il est toujours valable, j'avais un deuxièmement base de Hilbert. Et simplement, alors on dit aussi base hilbertienne. On l'avait déjà mis ce deux. Ah, il me semblait, hein. D'accord, ça on l'a fait alors. Donc la définition, vous vous en souvenez? C'était 2, 1, 1, 2, non. 2, 1, 2, 2. Et là, vous avez Ah oui. Non, d'accord, non, pardon. Ouais, j'avais un petit C, c'est dans le 2, il y a un petit C où c'était vraiment la définition de la base. Oui, c'est ça. Donc, définition des bases de Hilbert, maintenant. Il y avait un sous-paragraphe qui avait le même nom que le paragraphe. Donc, on dit que la famille de vecteurs EI ou EN, je sais pas, enfin I non, N. Allez, N est au jeu. J'aime pas commencer à 0, mais enfin on s'en fiche, ça change rien, on est d'accord. D'ailleurs, non, je vais définir la base de Hilbert de façon globale. On se restreindra après au cas dénombrable, mais cet ensemble I peut être fini, peut être infini dénombrable ou infini quelconque, enfin, y compris non dénombrable. Donc vous avez une famille de vecteurs qui est une famille libre. Hein. Voilà, donc on dit que cette famille, on dit que la famille EI est une base de Hilbert. Allez. Si elle est libre, et si l'espace vectoriel engendré par cette famille est dense dans H. Donc c'est une base de Hilbert de l'espace de Hilbert H. Donc j'ai un espace de Hilbert. On dit qu'une famille est une base de Hilbert si elle est libre et si l'espace vectoriel qu'elle engendre, ça c'est l'espace vectoriel engendré par les EI. Attention, c'est l'espace vectoriel engendré, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires finies. Hein, c'est des combinaisons linéaires standards. Donc ça c'est l'espace vectoriel engendré par la base. Eh bien, si cet espace vectoriel est dense dans H, c'est-à-dire qu'on peut se rapprocher d'aussi près qu'on veut de n'importe quel point de H, alors on appelle ça une base de Hilbert. D'accord ? Donc ça, c'est la définition. OK, bien. Et maintenant, on va la caractériser. Et ce qu'on va voir, c'est que ça garantit, en fait, que
on puisse écrire les x comme ça et qu'on puisse manipuler cette famille comme une base, quasiment comme une base algébrique, en étendant les sommes, les combinaisons linéaires à l'infini. Donc je précise, on dit une autre définition, pas la peine de faire un petit dé, on dit que H est séparable s'il admet une base de Hilbert dénombrable. OK? Bien, alors, le clou du spectacle est ici. Troisièmement, caractérisation des bases de Hilbert. Des bases hilbertiennes. J'emploie les deux mots de façon synonyme. Ils le sont. Alors, soit H, un espace de Hilbert, et soit donc EN, ou EI, allez, EN, un système orthonormal. Un système orthonormé. Alors, le théorème dit la chose suivante. Les 5 propositions, les 5 choses, les 5 propriétés que je vais écrire là sont toutes équivalentes. C'est-à-dire, si vous en avez une, vous avez toutes les autres, et inversement. Alors, je vous les mets dans l'ordre. Enfin, il n'y a pas d'ordre, elles sont toutes équivalentes, mais... donc, dire que EN est une base de Hilbert... C'est-à-dire, compte tenu de la définition, que l'espace vectoriel engendré par les EN est dense dans H. D'accord. C'est dire que, deuxième proposition, quel que soit x dans H, si j'appelle xp le vecteur qui est en fait la somme partielle de Fourier, à savoir somme de n égale, je commence à 1, je sais pas, je commence à 0 ou 1, allez, je commence à 0, j'ai mis n ou n étoile? J'ai rien, si j'ai mis n, bon allez, 0. Des h de enx, alors, la limite quand p tend vers l'infini de la norme de xp moins x est égale à 0. C'est-à-dire que cette suite, ça c'est une combinaison linéaire finie, mais quand on fait tendre p vers l'infini, eh bien on tend vers x avec la norme hermitienne. Troisièmement, quel que soit x dans H, quel que soit x et y dans H, le produit scalaire hermitien entre x et y s'écrit comme on le voudrait, comme le produit des composantes 2 à 2 avec le complexe conjugué sur la première, comme il se doit pour un produit hermitien, semi-linéaire à gauche. Donc somme de n égale 0 à l'infini de h de x en fois h de eny. Donc vous voyez que ceci, ça c'est si j'écris x comme somme des alpha n en, ça c'est alpha n étoile, et ça c'est bêta n pour le y. Donc ça c'est l'expression du produit scalaire qu'on connaît parfaitement dans le cas de la dimension finie, mais vous voyez que je peux le faire
en dimension infinie ici. Quatrièmement, quel que soit x dans H, la norme de x au carré s'écrit comme on voudrait que ça s'écrive, c'est-à-dire somme de n égale 0 à l'infini des modules de h e n x au carré, c'est-à-dire la somme des modules des coefficients au carré, la somme étant étendue cette fois à l'infini. Et cinquièmement, on dit que En est un système total ou complet, et ça veut dire la chose suivante. H de Enx égale 0, quel que soit n, si et seulement si x égale 0. Voilà. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Donc, j'avais prévu en fait, de démontrer ce théorème déjà à la dernière séance, donc on n'a pas trop le temps, donc je vais pas le faire. Par contre, je vais faire une vidéo à part où je vais démontrer l'équivalence de ces 5 propositions. On va juste les discuter 2 secondes. Hein, ce que je montrerai, c'est que 1 implique 2, 2 implique 3, 3 implique 4, 4 implique 5 et 5 implique 1. Et du coup, tout sera démontré. Donc, c'est juste, ça prend un peu de temps, mais c'est instructif. Donc, je vous encourage à regarder la vidéo dès que je l'aurai faite, peut-être cet après-midi ou peut-être demain. Donc, je ne vais pas prendre le temps ici de le démontrer, mais regardez ça parce que ça vous donnera vraiment l'intuition de comment fonctionnent les choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, ça veut dire que l'espace vectoriel engendré par les En est dense. Donc, vous pouvez approcher n'importe quel point par une combinaison linéaire finie de En. Vous pouvez l'approcher d'aussi près que vous voulez. Et donc, à la limite, et là c'est ça l'idée, c'est que du coup, si vous autorisez une combinaison linéaire infinie, vous pouvez approcher x par cette série-là. La série étant simplement, vous voyez, la combinaison linéaire des En avec pour coefficient le produit scalaire de x sur le vecteur de base. Donc c'est exactement comme en dimension finie. Ça dit donc que si je dis que xp c'est somme des alpha n En et x c'est somme des alpha n En et y c'est somme des bêta n En, ceci me dit qu'en fait le produit scalaire entre x et y, enfin, là, avec la notation en quantique, enfin, h de x, y, le produit hermitien, c'est bien la somme des alpha n étoiles bêta n. D'accord? Mais de n égale 1 à l'infini. Donc, comme si on était en dimension finie. Donc, ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, on peut manipuler le produit scalaire à partir des composantes. Donc, on peut représenter, en fait, ça veut dire qu'on peut représenter chaque vecteur comme un vecteur colonne avec une infinité de lignes. Donc, ça... si c'était le cas, on aurait bien ça. On aurait bien ça aussi, puisque ça, donc du coup, ce n'est rien d'autre que la somme des alpha n carré de n égale 0 à l'infini. Hein. Donc c'est ce qu'on aime bien avoir pour exprimer la norme à partir des composantes. Et ça nous dit que si toutes les composantes sur chaque vecteur est nulle, eh bien le vecteur est nul. C'est-à-dire qu'en gros, il ne manque pas d'éléments En dans la base. Parce que quand on dit... J'ai rappelé ici que les sommes de partielles de Fourier, comme ça, convergent vers quelque chose. Mais comment elles pourraient converger vers autre chose que x? Tout simplement, si vous avez une famille orthonormée, même dénombrable comme ceci, si vous retirez un vecteur et que vous faites la somme, vous faites cette somme-là, mais en retirant un vecteur, il va vous manquer quelque chose. Vous n'allez pas converger vers x. Il va juste manquer une composante, en fait. Vous ne le verrez pas forcément, parce que vous avez une infinité dénombrable
de vecteurs de base. Si vous en retirez 1, 12 ou même 100 000, il en reste une infinité dénombrable et vous pouvez toujours former ces suites partielles. Simplement, si vous faites la somme et que vous faites converger vers l'infini, il va y avoir des recoins cachés. Eh bien, ce que ça nous dit, là, c'est qu'il n'est pas possible. Si vous retirez un vecteur, ce vecteur-là, il vérifiera ça sans être nul. Hein. Donc ça nous dit que ils sont tous là, tous les vecteurs qui peuvent être orthogonaux 2 à 2, ils sont là. Vous n'avez pas oublié un recoin de cet espace gigantesque. C'est pour ça que quand on a cette propriété-là, on dit que la famille des EN est totale ou complète. Ok, donc voilà, ce que nous dit ce théorème, c'est que dès lors qu'on a une de ces propriétés, toutes ces propriétés, c'est ce qu'on a envie d'avoir, mais dès lors qu'on a une, on a toutes les autres. Donc c'est assez formidable. La démonstration n'est pas compliquée, hein, mais elle est utile à regarder, justement parce qu'elle est simple, du coup on voit bien ce qui se passe. Ok, bon bah c'est tout, du coup j'en dis pas plus, si ce n'est que je vais compléter, enfin je vais quand même ajouter un théorème je vais l'écrire, un théorème d'existence. Tout espace de Hilbert admet des bases de Hilbert. Donc ça, c'est bien. Alors ça ne veut pas dire qu'on sait facilement les trouver. Hein. C'est un théorème d'existence qui d'ailleurs s'appuie sur l'axiome de Zorn. Donc c'est de la... qui est lui-même peut-être relié à l'axiome du choix moyennant d'autres ingrédients de la théorie des ensembles. Mais donc le théorème d'existence est le suivant. Comment j'ai noté ça rien de spécial. Tout espace de Hilbert admet des bases hilbertiennes. Donc si vous avez un espace vectoriel sur C avec un produit hermitien qui est complet pour sa norme hermitienne, il existe, c'est sûr et certain, il existe des bases de Hilbert sur cet espace-là. Donc il est toujours possible, au moins en principe, de trouver une famille de vecteurs EN tels que tout élément de l'espace s'écrit comme une combinaison linéaire infinie en ce sens-là. Enfin, est la limite, plus exactement, tout élément est la limite d'une combinaison linéaire finie d'un ensemble d'éléments particuliers qui forment la base en question et qui permet de faire des calculs de produits scalaires, de normes, comme si c'était en dimension finie. Donc voilà, c'est formidable. Ce théorème, comme je vous dis, est un théorème d'existence qui n'est pas constructif au sens mathématique du terme, c'est-à-dire que ça ne nous dit pas comment obtenir une base, mais on sait qu'il en existe. Par contre, pour un certain nombre d'espaces de Hilbert agréables, comme ceux qu'on va utiliser en physique quantique, on connaît des bases de Hilbert, et on va, en fait, tout espace de Hilbert séparable, c'est-à-dire qui admet une base de Hilbert infinie dénombrable, est isomorphe à tout autre. Et je vais préciser un petit peu aujourd'hui ce qu'on entend par isomorphe. Donc je vais commencer par donner un exemple. Donc cinquièmement, donc l'exemple peut-être le plus simple, c'est ce qu'on appelle l'espace L2. Alors l'espace L2, c'est simplement l'espace des suites. Un élément de L2, c'est une suite de nombres. Alors dans C, tant qu'à faire. Donc définition de l'espace. Donc vous avez un ensemble de nombres, donc A0, A1, A2, AN. Mais vous imposez une chose, c'est que la série des AN carrés
donc pour n dans n, convergent. D'accord? Donc le 2 ici c'est celui-là. Vous pouvez définir LP, celui pour lequel la somme des AN puissance P converge. Hein, et vous faites une norme qui va être ça puissance P, le tout puissance 1 sur P. Donc ça, c'est l'espace L2. Donc vous avez simplement une suite de nombres et vous imposez que la somme des carrés, des modules au carré, converge. Alors ça, c'est un parfait espace de Hilbert qui est dénombrable, enfin qui admet une base dénombrable, donc qui est séparable. Et alors, pour en faire un vrai espace de Hilbert, il faut évidemment que je définisse le produit scalaire. Et donc, si je définis A comme la suite des AN et B comme la suite des BN, le produit hermitien entre les deux suites est simplement défini comme la somme sur N des AN étoile BN. Hein, donc, tout se passe comme si, effectivement, les éléments de la suite étaient des composantes d'un vecteur colonne. Hein, d'accord ? Je peux en faire un vecteur colonne et puis travailler avec un vecteur colonne infini comme s'il était fini, enfin, avec le même type de calcul. Oui ? Juste pour la définition simple de la caractérisation, merci, vous avez dit h de n x égale 0, qui est ici x égale 0. Et si c'est une combinaison linéaire, les autres, c'est une combinaison linéaire des autres de n. Ah non, quel que soit n, hein. Si le vecteur est orthogonal à tous les éléments de la base, alors il est nul. Et justement, s'il manquait, entre guillemets, des éléments dans la base, x pourrait se loger dans l'espace orthogonal à tous les en, à l'espace vectoriel engendré par les en, et ne pas être nul. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que le système est total, c'est que tous les vecteurs, ils sont là. Tous les vecteurs là. Ok, donc vous voyez que à chaque suite, enfin, on peut définir une suite comme ça, un produit hermitien comme ça. Cette propriété assure en fait que cette série va converger et que bien sûr, on a du coup la norme de A, eh bien, c'est la somme donc des AN étoile AN, c'est-à-dire la somme des modules de AN au carré. Donc c'est le prototype parfait d'espace de Hilbert avec... Alors, question, quelle est la base de Hilbert associée, la base hermitienne sous-jacente à ça? Très naturellement, ça va être simplement les suites qui ont des zéros partout, sauf au rang I, enfin au rang N. Donc ça c'était la définition, petit b, théorème. L2 est un espace de Hilbert. Alors, je vais le démontrer. Pour celui-là, je vais le démontrer parce que c'est pas trop dur et puis que c'est pareil, c'est un peu instructif. Je vais envoyer ça là-haut. Je vais écrire là. Donc, théorème... Oui, pardon. Ah. Oui, pardon. C'est ça, pardon, j'ai pas entendu. Oui, bien sûr, à chaque fois je me gourre. C'est la norme au carré, merci. Théorème, L2 est un espace de Hilbert. Alors, on va montrer ça. Comment on va montrer ça? On va le montrer... On va le montrer avec la définition de l'espace de Hilbert. C'est-à-dire qu'on va montrer que toute suite de Cauchy converge vers un élément de l'ensemble. Donc, démonstration. Soit une suite de Cauchy
d'éléments de L2. Alors attention, vous ne perdez pas en route, c'est une suite de suites. Hein. Chaque élément de L2, c'est une suite. Donc je vais définir une suite, je vais la noter comme ça. VP, P appartient à N. Oui. Le théorème, c'est juste L2 est un espace de Hilbert. Oui, le théorème, c'est ça. L2 est un espace de Hilbert. Je vais écrire ça comme ça. Donc, je vais le montrer en montrant que c'est un espace qui est complet pour sa norme hermitienne. Donc, je prends une suite de Cauchy. Je la prends comme ceci. Vn, n dans n. Alors, c'est une suite d'éléments de L2. C'est-à-dire, chaque Vn est un élément de L2. Et un élément de L2, c'est une suite. Donc, voici le premier élément, par exemple. Il va s'appeler V0. Donc ça va être, j'ai commencé à 1 ou j'ai commencé à 0 finalement? Donc ça c'est le premier élément, ça c'est V0, d'accord? C'est cette suite-là. Ensuite j'ai un deuxième élément, c'est V1. Qui est une suite, puisque c'est un élément de L2, donc le voilà. D'accord? Vous voyez ce que je fais? Hein, donc j'ai une suite d'éléments comme ça. Puis j'ai V, je sais pas, P, qui est VP0, VP1, VP2. OK? Et puis j'en ai une infinité. Donc j'ai une suite de suites. Chaque élément de L2 est une suite. Et j'en prends une suite d'éléments comme ça. Oui? Juste, du coup, là, vous avez fait l'exposant P avec indice N. Est-ce que c'est le même N dans l'exposant que vous avez mis tout à gauche et celui qui est en bas? Ou P et N? Non, non, non. Ça, c'est la Pème suite, et chaque suite a une infinité d'éléments, le 0m, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Donc ce n, c'est un indice courant. C'est pas le même N que Non, 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 c'est pas le même que... Ouais, non, non, allez, je vais l'appeler K, celui-là, si vous voulez. D'accord, non, non, c'est... Et puis là, il y a le n plus 1, et puis ça continue, d'accord? Alors, mon hypothèse, c'est que cette suite-là, la suite de ces éléments-là, est une suite de Cauchy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il existe un certain rang grand N, au-delà duquel, pour n'importe quel P et Q plus grand que N, alors la norme au sens de l'espace où je suis de VQ moins VP est plus petite que epsilon. D'accord? C'est la définition d'une suite de Cauchy. Cette norme-là, c'est quoi? C'est... voilà comment on l'a définie. Hein. On a défini la norme comme ceci, la norme dans l'espace L2. Donc ça, c'est la somme de n égale 0 à l'infini des VQN moins VPN module carré. Voilà. Yes? C'est la norme de cette suite-là, la suite VQ moins VP. Et donc la suite VQ moins VP a pour coefficient, pour chaque coefficient, le premier c'est VQ0 moins VP0. Enfin, hein. Par exemple, VP moins V1, c'est la suite qui a pour coefficient ça moins ça, ça moins ça, ça moins ça, etc. Et donc la norme, c'est ça. Du coup, comme vous le voyez, ça c'est évidemment plus grand que juste VQN moins VPN.
D'accord? J'ai la somme de tous ces trucs-là qui sont positifs plus petits que epsilon, donc chacun d'entre eux individuellement est plus petit que epsilon, c'est sûr. D'accord? Donc ce que je vois, c'est que quel que soit epsilon, il existe un rang au-delà duquel la différence entre deux éléments de la suite, si j'écris VQ ici, la différence entre deux éléments est plus petite que epsilon. Autrement dit, chacun des VNQ, si j'isole une suite ici, si j'isole la suite de ces éléments-là, ça, c'est une suite de Cauchy. D'accord? Pour chaque n, la suite VPN P dans n est de Cauchy dans C. Hein? Ça, c'est une suite d'éléments de L2. Ça, c'est une suite de nombres complexes. D'accord? Ce que je viens juste de montrer de façon triviale en disant que un des éléments est plus petit que la somme de tous les éléments, c'est que si la suite dans L2 est de Cauchy, alors la suite de chacun à un rang donné, la suite des valeurs à un rang donné est elle-même de Cauchy dans C. Or, C est complet, bien évidemment, donc cette suite-là converge. Et je vais appeler Wn la limite quand P tend vers l'infini de VNP. OK? J'ai une suite de suites, et pour chaque rang, je prends la limite de la suite des nombres à ce rang-là, après avoir montré qu'elle existait, cette limite, puisque la suite est de Cauchy, donc convergente dans C. Yes? Donc, malheureusement, il me manque une ligne, comme toujours, mais il n'y a plus de craie du tout ici. Hein? Vous n'avez pas des craies sur vous, non? Ah, j'ai un bout là. Un bout de rouge. Donc cette suite-là, elle converge vers Wn. Celle-là, elle converge vers Wn plus 1. Celle-là, elle converge vers W2. Celle-là, elle converge vers W1. Et celle-là, vers W0. D'accord? Chacune des suites transversales, si vous voulez, converge. Et donc, je peux associer à cette suite une suite qui serait la suite W, qui serait W0, W, etc. D'accord. Donc ça, c'est un très bon candidat pour être la limite de la suite VP. Cette suite existe. La question, c'est déjà, est-ce qu'elle fait partie de L2? C'est-à-dire, est-ce que la somme de ces modules carrés est bien finie? Et deuxièmement, est-ce que c'est bien la limite de cette suite-là? Alors, c'est ce qu'on va montrer tout de suite. D'abord, on va montrer que c'est bien un élément de L2. Alors, la suite W est-elle dans L2? La réponse est oui. Encore faut-il le montrer, ce que je vais faire à l'instant. Donc, on veut savoir si la somme des Wn module carré est inférieur à l'infini. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais former
je vais former la somme partielle de n égale 0 à grand N. Voilà. Alors l'idée, c'est que la suite des VP est de Cauchy, ça c'était l'hypothèse. Par conséquent, elle est bornée. Toute suite de Cauchy est bornée, c'est tout à fait trivial, hein, puisque au-delà d'un certain rang, on peut être aussi près de epsilon qu'on veut, donc forcément, on ne peut pas dépasser la valeur à un certain rang plus epsilon. Pour n'importe quel epsilon, il y a toujours un certain rang où on peut faire ça. Donc elle est bornée, par conséquent, j'ai la norme de VP qui est plus petit qu'un certain nombre A, quel que soit P, dans N, d'accord? La suite est de Cauchy, donc bornée. Donc, la norme de chacun de ces éléments, pour n'importe quel P de cette suite, est plus petit que A. Mais cette norme-là, c'est quoi? Eh bien, cette norme-là, c'est la somme des modules de VPN au carré. Alors, enfin, c'est la racine de ça. Oui? Oui. Je sais pas comment, mais oui. Je vais baisser l'autre, alors, c'est ça? C'est celui-là que vous voulez? Ouais. Yes! C'est bon? OK? Donc ça, c'est plus petit que A. Ça m'embête les racines carrées. On va faire ça comme ça, voilà. Il existe un certain A, il existe un certain A carré, enfin bref. Donc ça, c'est plus petit que A, quel que soit P. Hein. D'accord? Puisque la norme est bornée. Alors maintenant, je vais simplement dire que la somme de 1 à l'infini, c'est plus petit que la somme de 1 jusqu'à grand N. Somme de n égale 1 à grand N de VPN carré est plus petit que A carré. OK? Mais ça, c'est vrai quel que soit P. Donc, si je fais tendre P vers l'infini, si c'est vrai quel que soit P, ça va être vrai aussi pour la limite quand P tend vers l'infini. Yes? Oui? En haut à droite, le tableau, Ouais. vous avez mis alors celui qui est énorme, et Ben moins d'habitude, si vous avez là-dessus. Où ça? En haut, là. Oh. Ouais. Vous avez mis donc VNQ moins VNQ au carré inférieur à epsilon, en dessous de la somme. Ouais. C'est la norme. Non, non, c'est le nombre, ce nombre-là, ce nombre complexe. Là? Oui. Ben, au-dessus, on a la somme des nombres complexes. Donc si la somme de tous ces nombres est plus petite que epsilon, chacun d'entre eux est plus petit que epsilon. D'accord? Bien, donc si je fais tendre... oui? Pourquoi vous prenez que à partir de n égale 1 pour la... Ah, 0, c'est ça que vous voulez dire? Pardon. Ouais. Pardon. Ça ne change rien, hein. Il suffit de décaler d'un rang, mais soyons cohérents, vous avez raison. Donc la limite quand P tend vers l'infini, si quel que soit P, on est plus petit que A, enfin que A carré, alors la limite à l'infini sera aussi plus petit que A carré. Parce que si ça devait être plus grand, il y a un moment, il faudrait passer par-dessus, il y a un moment, il faudrait passer la limite,
Or, justement, ce qu'on nous dit, c'est qu'on passe jamais la limite, puisqu'on est toujours plus petit. Donc, c'est sûr que la limite de ça, là, de somme de n égale 0, n de... Enfin, la limite de ça est plus petit que a carré. Or, ça, c'est précisément la limite... Enfin, c'est précisément, pardon, la somme de n égale 0 à grand N de Wn carré. Hein, puisque Wn est la limite des Vn. D'accord? Bien, mais ceci est vrai, quel que soit n, j'avais pris un n donné, quel que soit le n que je me donne, j'ai ça. Donc maintenant, après avoir pris la limite en P, je vais prendre la limite en n. Si j'ai ça pour tous les n, si je fais tendre n vers l'infini, je vais toujours rester en deçà de a carré. Sinon, il y a un moment, il faudrait que je dépasse a, mais justement, pour aucun n, on dépasse a, puisque ceci est vrai, quel que soit n. Donc, limite quand n tend vers l'infini de ça est inférieur à a carré, et la limite quand n tend vers l'infini, c'est précisément somme de n égale à 0 à l'infini de Wn carré. OK? Ben voilà, c'est fini, parce que ça, ben ça nous montre que ça converge. Cette norme-là converge. Enfin, cette somme-là converge, cette série converge. Or ça, ben, du coup, oui, si ça converge, ça veut dire que la suite des Wn appartient bien à L carré, et c'est ça que je voulais montrer. Cette suite des Wn est dans L2, donc c'est QFD, voilà. Hein, donc voyez l'astuce. Ça, c'est la série que je veux connaître. Donc je veux calculer... Enfin, j'ai ce nombre-là. Je m'arrête au rang n. Et là, j'ai fait tendre d'abord n vers l'infini, et je me demande, le grand n vers l'infini, et je me demande si jamais je fais tendre p vers l'infini, si ça converge. Ce que je fais, c'est que je fais l'inverse. Je fais d'abord tendre p vers l'infini. Ça, je sais que c'est normé, et c'est borné, et ensuite je fais tendre n vers l'infini, et donc c'est borné aussi. OK? Voilà, donc on a montré que le candidat naturel à la limite de la suite, c'est la suite qui a à chaque rang la limite des rangs, la limite des nombres à ce rang-là. On a montré que la suite ainsi formée était bien un élément de L2. Il reste à montrer que cette suite-là, c'est-à-dire W, est bien la limite des Vn, ou des Vp, ou des V individuels de la suite. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais mettre ici. Donc la question maintenant, c'est a-t-on limite de W moins Vn, moins Vp, quand P tend vers l'infini, égale 0. D'accord? Je vais mettre dans l'autre sens, c'est pareil. Est-ce que les Vp, la suite des Vp tend vers la suite W? Alors, à nouveau, on va manipuler le même genre de suite, de série intermédiaire. Alors, quel que soit n, on a somme de n égale 0 à grand N. Vous voyez que je coupe la suite infinie. Oui. On n'avait pas posé que le Wn était la limite des Vn. Les Wn sont effectivement la limite des Vnp quand P tend vers l'infini. D'accord?
Donc ça constitue une suite. On vient de montrer que cette suite-là, elle est bien de carrés sommables, enfin de la somme des carrés. Mais maintenant, on veut montrer que, en tant que suite, individuellement, chaque Vn, enfin, ça nous dit que la limite, quand P tend vers l'infini, de Vpn moins Wn égale 0. Mais là, on veut montrer maintenant que la limite de la norme, ça c'est le terme de rang n. Cette norme-là, c'est quoi? C'est précisément ça là. Ça, c'est la somme de n égale 0 à l'infini des Vpn moins Wn au carré. Racine. D'accord? La limite de chaque terme tend vers 0, mais c'est pas parce que la limite que la... Voilà. Ok? Alors maintenant, on va montrer qu'en fait, si, mais c'est pas... Enfin, il faut le faire. Ok? Alors, pour le faire, justement, je vais m'arrêter au rang n. Je vais majorer le truc et après, je vais faire tendre vers l'infini. Et donc, ça va marcher, hein, mais il faut le faire. Alors, allons-y. On va commencer par écrire la propriété de Cauchy, c'est-à-dire que au rang n, la suite est de Cauchy, donc, mais on va s'arrêter à une série finie, puis on fera tendre n vers l'infini après. Donc on a ça, qui est évidemment plus petit que la norme de Vq moins Vp au carré. Cette norme-là, c'est ça jusqu'à l'infini. Donc évidemment, si on s'arrête au rang n, c'est vrai, c'est a fortiori. Enfin, je vais mettre inférieur ou égal, au cas où tous les termes au-delà de grand N soient nuls. Mais en tout cas, on a ça. Et donc ça, on peut le rendre plus petit que ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'au-delà, enfin, quel que soit epsilon, il existe grand N tel que, quel que soit P et Q plus grand que grand N, on a donc ça qui est plus petit que epsilon. OK? Alors, tant pis, je vais effacer ça. Donc, je vais utiliser le même type d'astuce qu'avant. Là, j'ai ça qui est plus petit, enfin, je ne l'ai pas réécrit, j'ai ça plus petit que epsilon, quel que soit P, quel que soit Q. Donc je vais faire tendre Q vers l'infini. D'accord? Si je fais tendre Q vers l'infini, ça tend vers Wn. Wn, c'est la limite des VQN. Donc, Q tend vers l'infini. J'ai donc la somme de n égale 0 à grand N des Wn moins Vpn carré qui est plus petit que epsilon. OK? Donc là, j'ai n et p fixés. Ah, pardon, c'est pas le même n ici. C'est pas le même n. Ah, allez, quel que soit. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, pardon. Non, là c'est bon, là c'était bon. Non, c'est là. Le n il est déjà pris, donc je vais prendre un cas ici. Ok, pardon. Ok? Je n'ai pas fait attention que le n était déjà pris. Donc ça, c'est vrai, quel que soit n. Et
quel que soit epsilon, il existe K tel qu'on est ça. Hein. Donc ceci est vrai, quel que soit N, quel que soit P, quel que soit Q, au-delà d'un certain K. Donc je fixe N et P, je fais tendre Q vers l'infini, j'ai ça. Et maintenant, comme ceci est vrai, quel que soit N, eh bien je vais faire tendre N vers l'infini. Et donc, j'ai somme de n égale 0 à l'infini de Wn moins Vnp carré qui est plus petit que epsilon. Hein? Quel que soit epsilon, il existe un grand K tel que pour tout P plus grand que grand K, on a ça. Voilà. Et comme c'est vrai pour tout P, maintenant, qu'est-ce que je hein? Ah non, ça suffit. Ça, donc ça, oui, ça c'est la norme de W. Oui, c'est ça. Moins VPN. Oui, c'est ça. C'est plus petit que epsilon, ok? Et maintenant, c'est vrai quel que soit P, au-delà d'un certain rang, et donc la suite des VNP tend vers W. Hein. Donc ce que je viens de montrer, c'est que, quel que soit epsilon, il existe un grand K, tel que quel que soit P plus grand que K, pardon, ça est plus petit que epsilon. Bah ça, c'est la définition que la limite quand P tend vers l'infini de W moins VP est égale à 0. C'est bon? Ouais. W, c'est la limite... Non. Non. WN, vous voulez dire? Ah non, W, c'est la suite des VN. Des WN. C'est tout là-haut. D'accord? Donc ça, c'est juste la norme. Enfin, ça, c'est la norme de ça. Ça, c'est la norme de ça. Au cas. D'accord? Donc ce qu'on vient de montrer, en fait, c'est que quel que soit epsilon, il existe un rang au-delà duquel, pour n'importe quel P plus grand que ça, la norme de W moins VP au carré est plus petite que epsilon. Bah, ça, c'est la définition que la limite quand P tend vers l'infini de cette norme-là, c'est 0. OK? Voilà. Bon, c'était un peu laborieux. C'est toujours laborieux au tableau parce que on manque de recul. Enfin, j'espère que vous avez le recul. J'espère que vous voyez bien. Donc, il n'y avait pas de difficulté. Hein. Finalement, ce qu'on a montré, c'est que la limite naturelle à laquelle on pouvait s'attendre, hein, en fait, la limite d'une suite, c'est la suite des limites des termes successifs de la suite, tout simplement. Donc, toute suite de Cauchy converge dans l'espace, hein, puisque la suite des W, la suite des WN, est bien de carré sommable, enfin de module de carré sommable. Donc, c'est un élément de l'espace. Et donc, voilà, toute suite de Cauchy converge dans l'espace. Donc, l'espace est un espace de Hilbert. Il est complet, c'est rien d'autre que ça, un espace de Hilbert. Alors, très bien, on a montré que L2 est un espace de Hilbert. Est-ce qu'on peut trouver une base hilbertienne pour cette suite-là? Bah oui, c'est suggéré directement par il n'y a plus rien au tableau, mais je me mets où? Là. Je suis sûr que vous pouvez l'intuiter, la base de Hilbert. La base de Hilbert en question, la voilà.
Eh bien, donc c'est la base des EN. Où EN est donc une suite de L2 qui est 0, 0, 0, 1, 0, et puis que des 0 après, avec ici le rang N. D'accord ? Donc le premier élément, c'est ça. Le deuxième, c'est ça, etc. D'accord ? Donc ça, c'est évidemment un système orthonormé. Vous vous rappelez comment, enfin, c'était écrit, vous vous rappelez comment on a défini le produit hermitien, ou même la norme de la suite V. C'est la somme des Vn carrés. Donc pour chacun de ces vecteurs-là, enfin pour chacune de ces suites-là, on a bien la norme qui vaut 1. Ils sont bien orthogonaux 2 à 2, puisque vous vous rappelez comment on calcule le produit scalaire entre la suite A et la suite B, c'est qu'on fait le premier élément étoile fois le premier élément de l'autre et la somme de tous ces trucs-là. Donc s'il y a un 1 qui n'est pas au même rang, ça va faire 0. Donc c'est bien orthonormé et c'est un système total puisqu'on peut effectivement écrire toute suite, enfin si vous voulez, une suite qui, on va prendre ce que je viens d'effacer là, la cinquième propriété, c'est que si on a un élément qui est orthogonal à tous les éléments de la base en question, alors l'élément est nul. Effectivement, si vous avez une suite qui aurait un produit scalaire nul avec EN, c'est une suite qui a 0 au nème rang. Et donc, si la suite est orthogonale à tous les éléments de la base, elle a 0 à tous les rangs. C'est la suite nulle. Et donc, il n'y a que la suite nulle qui est orthogonale à tous les éléments de cette famille-là, qui est libre et orthonormée. Cette famille-là est donc une base de Hilbert. Donc voilà, on a démontré, de bout en bout, que L2 est un espace de Hilbert, pour la norme hermitienne telle qu'on l'a définie, et que du coup, on peut représenter ces éléments comme un vecteur colonne infini, avec sur chaque ligne le nème rang de la suite, et on a trouvé une base de Hilbert très pratique et très naturelle qui généralise la base canonique dans un espace de dimension n, fini. Vous voyez que ça, c'est exactement ce qu'on aurait si on avait un espace de dimension finie. Si on élargit ça à la dimension infinie, eh bien on a une base de Hilbert, c'est-à-dire qu'on peut, tout ce que j'ai effacé là, on peut faire toutes les manipulations, les produits scalaires, les normes, etc., comme il faut. Voilà. Donc l'espace L2 est un parfait prototype d'espace de Hilbert de dimension infinie avec une base dénombrable, celle-ci est évidemment dénombrable, donc c'est un espace de Hilbert qu'on appelle séparable, et en fait, tous les espaces de Hilbert séparables, avec une base hilbertienne dénombrable, sont tous isomorphes en fait, donc en fait il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Oui ? Dans ce cas-là, on peut réécrire n'importe quel vecteur dans cette base-là, mais ce vecteur quand on va le réécrire dans cette base-là, il va avoir combien de composantes non nulles ? Il va avoir une infinité. Exactement. Donc, on peut effectivement écrire la suite A, qui est la suite des AN, peut effectivement s'écrire comme la somme des AN EN, de n égale 0 à l'infini. Et maintenant, ça a un sens par le formalisme justement des bases de Hilbert. Ça, ce n'est rien d'autre que le produit scalaire entre EN et A, puisque le produit scalaire entre EN et A va donner la somme des EN au rang I étoile fois AI. Donc je vais le noter ça, voilà. De I égale 0 à l'infini. Et lui, il vaut 0 partout,
sauf quand i égale n, auquel cas ça vaut 1. Et donc, ceci est bien AN. Donc, on peut effectivement écrire tout vecteur comme une combinaison linéaire infinie. On a donné enfin un sens à une combinaison linéaire infinie. Et on a toutes les bonnes propriétés sur l'écriture du produit scalaire, l'écriture de la norme, etc. D'accord ? Ok. Donc, on a notre espace de Hilbert prototype. Quelle heure est-il ? Je sens que je vais encore avoir très très peur. Oh là 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 là. Là, on est au-delà de la frayeur, là, on est dans l'épouvante, là. Bon, alors, je voulais faire un petit truc sur les isomorphismes entre espaces de Hilbert. Tant pis, je vais sauter ça, parce qu'il faut que je vous donne d'autres exemples. Alors, petit 6, 7, 6. Exemple 2, on va en donner un autre. Un autre que vous connaissez déjà, en tout cas, vous ne l'avez pas exprimé dans ce formalisme, mais vous le connaissez déjà. Je vais le noter L2 de AB ou de 0A, tiens. Donc ça, c'est l'espace vectoriel des fonctions de A, B dans C. Donc c'est l'intervalle AB dans R, hein, ça c'est l'intervalle au sein de R. Fonction complexe, d'accord ? Deux carrés sommables. Alors quand on dit deux carrés sommables, ça veut dire que je vais faire de 0 à 1, ça va simplifier les notations. Mais évidemment, n'importe quel intervalle, ça fonctionnera de la même façon. Hein. Donc, deux carrés sommables, ça veut dire que l'intégrale de 0 à 1 de module de f de x carré dx existe et est fini, quoi. Ok ? Alors, donc ça définit un espace de fonction, voilà. Alors, c'est un espace vectoriel. Alors, il va falloir faire attention que... Non, j'y viens après. On ne fait pas attention tout de suite. Il faut bien maintenant définir là-dessus un produit scalaire. Alors, le produit hermitien qu'on va définir entre deux fonctions f et g, éléments de cet ensemble-là, de cet espace vectoriel, eh bien, je le définis de la façon suivante. C'est la somme de 0 à A de f étoile de x, g de x, dx. D'accord ? Donc, le produit scalaire, ce produit scalaire est bien hermitien. Si vous intervertissez f et g, ça vous donne le complexe conjugué. Il est linéaire à droite, semi-linéaire à gauche, de façon évidente par linéarité de l'intégrale. Il vérifie tout ce qu'il faut. Enfin, c'est un bon... je crois qu'on l'a déjà mentionné. Et du coup, la norme de f n'est rien d'autre que somme de 0 à A de module de f de x au carré dx. Donc voilà l'espace vectoriel des fonctions de carrés sommables sur l'intervalle 0A, sur n'importe quel intervalle de la droite réelle. Fonction à valeur dans C. Et eh bien, le théorème nous dit que ça, c'est un espace de Hilbert. Alors, c'est moins trivial. Hein. Donc, on ne va pas le démontrer pour le coup. C'est assez délicat. Donc, je vais quand même l'écrire ici parce qu'on va en parler après. L'intégrale ici est à comprendre au sens de l'intégrale de Lebesgue. Alors, la plupart d'entre vous ne doivent pas savoir ce que c'est que l'intégrale de Lebesgue. C'est une généralisation de l'intégrale de Riemann que je voulais commencer à traiter aujourd'hui. Je vais avoir du mal, mais on va essayer quand même.
c'est la bonne intégration, c'est la bonne façon de faire des intégrales, et ça a des conséquences sur le fait que les fonctions sont définies à travers une classe d'équivalence, mais on y viendra après, ce n'est pas le point clé pour l'instant. Le théorème que je veux énoncer ici, c'est que L2 de 0A est un espace de Hilbert Alors, je ne vais pas le montrer, hein, comme je vous dis, c'est délicat, c'est toute la série, c'est toute la théorie des séries de Fourier qui est derrière. Je vais simplement vous donner une base de Hilbert que vous allez reconnaître. Donc, le système formé des EN suivants. Alors, cette fois, on l'étend à Z. Z est dénombrable, hein, donc si vous avez une famille indexée par N ou par Z, c'est exactement pareil. Il suffit de prendre le positif, puis le négatif, puis le positif, puis le négatif. Enfin, vous pouvez réordonner Z par N. Hein, c'est évidemment un ensemble dénombrable. Donc, c'est plus pratique de l'écrire comme ceci. Donc, le système formé... Donc, ça, c'est des éléments de l'espace, donc c'est-à-dire c'est des fonctions. Alors, je vais définir ces fonctions, où En de x... Donc En, la fonction En et la fonction qui a x associe 1 sur racine de a e puissance i n de pi sur a x. Voilà la fonction en question. Hein, donc pour tout x dans l'intervalle de définition, d'accord ? Ce système-là est une base de Hilbert de l'espace. Orthonormé par ailleurs. De 0 à 1. Donc ça, encore une fois, c'est un peu délicat à montrer. Alors, montrer que c'est orthonormé, ça c'est trivial. Hein. Vous en prenez un avec n et l'autre avec p. Vous faites l'intégrale de 0 à a du produit scalaire. Ça va être tout à fait trivial que c'est égal à 1 si p égale n et à 0 si n est différent de p. Mais, oui. Les fonctions là ici, elles ne sont pas forcément continues. Non, elles ne sont pas forcément continues. Elles sont juste de carrés sommables, et donc je précise que c'est sommable avec l'intégrale de Lebesgue qu'on va voir tout de suite après. Mais si vous avez en tête l'intégrale de Riemann, c'est très bien. Enfin... En TD, justement, on a eu Ah oui, non, elles sont pas forcément continues. C'est-à-dire on pourrait se limiter aux fonctions continues, ça fait aussi un espace de Hilbert, mais on peut l'étendre. Non, pardon, je me suis exprimé. C'est pas un espace de Hilbert, c'est un espace vectoriel, mais justement, voilà. Il faut l'étendre. Enfin, ça, c'est une base de Hilbert, de l'espace de Hilbert avec l'intégrale de Lebesgue. Ouais. J'ai vu un doigt se lever, non. J'ai des visions. Ok. Alors, donc, je continue. Non, absolument. Si on se limite, pourquoi c'est pas un espace de Hilbert si on se limite aux fonctions continues? C'est que on peut avoir des limites de fonctions continues qui vont pas être continues. Et donc, une suite de Cauchy dans l'espace des fonctions continues va converger vers un élément qui n'est pas dans l'espace en question, et donc ce n'est pas un espace complet. On est obligé de le compléter. Pour le compléter, il faut s'autoriser donc les fonctions non continues qui vont être des limites de fonctions continues. Donc on ne peut pas faire plus petit que ça en fait. Ok, alors... Du coup, on peut écrire toute fonction f de x, on peut la développer pour n dans z, on peut la développer sur la base. Hein, c'est le principe des bases de Hilbert, et on peut l'écrire, alors je vais noter Cn En de x, hein, c'est-à-dire somme de Cn sur racine de a e puissance in de pi sur a x, voilà.
où Cn est le coefficient de f sur le vecteur de base En, et ça c'est ce qu'on appelle le coefficient de Fourier. Donc j'ai pris l'intervalle de 0 à A. Vous voyez que si j'avais pris de 0 à 2π, le 2π sur A dégagerait, j'aurais un truc un peu plus joli à écrire, enfin bon bref. On peut aussi décaler, prendre de A à B, enfin peu importe, ou prendre de 0 à 1, enfin. On fait ce qu'on veut, c'est juste un shift de la fenêtre, hein, donc c'est pas du tout un problème. Ok, donc ça c'est le coefficient de Fourier. Et alors ce coefficient de Fourier, c'est ça qui est formidable, c'est que ça fonctionne comme, à partir du moment où on sait que c'est une base de Hilbert, évidemment, c'est pas trivial à montrer, mais à partir du moment où on le sait, Cn, on sait ce que c'est. Cn, c'est le produit scalaire de En avec f. Hein? Donc CH de EnF, c'est-à-dire que c'est la somme, le produit scalaire, quoi, donc de En étoile de x, f de x dx, et donc, En étoile, c'est ça avec un signe moins ici. Hein. Donc c'est la somme de 0 à A de 1 sur racine de A f de x e puissance moins i n de pi sur ax dx. OK ? Donc si vous avez la fonction x, vous avez son coefficient de Fourier en faisant le produit scalaire avec le vecteur de base en question. Hein, vous reconnaissez là la transformée de Fourier inverse. Enfin, on va tout de suite. Là c'est pour des fonctions périodiques ou en tout cas à support compact comme ça, enfin à support sur un intervalle. On va le généraliser tout de suite à grand R. Donc vous voyez, ceci nous permet d'écrire que f de x, c'est la somme sur z de enfin bon de ça, bref, ok, ça. On le développe comme, d'accord. Bien. What else? Le produit scalaire de f et de g, du coup, si f est la somme des CNEN et g est la somme des DNEN, eh bien le produit scalaire, c'est-à-dire la somme des f étoiles de x, g de x, dx, de 0 à A, ça va être égal à quoi ça? Ça va être simplement égal à la somme pour tous les n des Cn étoiles dn. On fait le produit scalaire comme on le veut avec une base hermitienne. C'est la somme des produits des coefficients comme ceci. Ok? Donc cette intégrale, vous savez qu'elle va être égale à cette somme sur n. Ok? Bon, donc ceci est une base de Hilbert. Par conséquent, l'espace des fonctions de carré sommable sur n'importe quel intervalle de la droite des réels est un espace de Hilbert à base dénombrable, donc séparable. Et donc on peut faire une correspondance, du coup, entre toute fonction de L2 de AB, enfin de 0A, tel que je l'ai pris là, et une suite Cn de L2. Vous voyez que ce développement met en correspondance n'importe quelle suite
avec une fonction particulière ou n'importe quelle fonction avec une suite particulière. Comment s'établit cette correspondance? Ben, simplement en attribuant à chaque fonction son coefficient de Fourier. Le point clé étant que la norme, c'est la dernière expression que je n'ai pas écrite, peut-être la plus importante, c'est que la norme de f dans cet espace, c'est la somme des modules de f de x carré dx de 0 à a. Et bien ça, écrit comme écrit via la base de Fourier, ceci est égal à la somme des modules de Cn carré pour n dans z. D'accord? Ça, c'est la norme écrite par la définition du produit scalaire, et ça, c'est la norme écrite à partir du développement de la fonction sur la base de Fourier. Donc, à nouveau, on transforme une intégrale en une somme infinie, ici, mais dénombrable. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut établir cette correspondance dont je parlais ici. À toute fonction f de L2 de 0A, on peut associer la suite des Cn dans L2. Et cette association est biunivoque, puisque si on a les Cn, on a les F. Si on a les Cn, on a F qui est la somme des Cn en. Et si on a les F, on a les Cn qui sont définis comme ça, qui sont juste les projections de F sur les différents en. Donc vous voyez qu'il y a un isomorphisme entre l'espace L2 sur un intervalle et l'espace des suites. Tout simplement parce que les coefficients de Fourier forment une suite de l'espace de L2 de carré sommable aussi. Hein. Puisque ça, ce sera plus petit que l'infini. C'est la condition pour faire partie de L2. Yes? Troisième exemple. Troisième et dernier exemple. Encore plus fort. Donc ça, c'est la base de la théorie des séries de Fourier, hein, puisque si vous groupez 2 à 2 les termes avec n et moins n, vous faites sortir les sinus ou les cosinus, enfin, d'accord, hein, donc ça vous connaissez en fait, je pense, la théorie des séries de Fourier. Donc plus fort maintenant encore, on va étendre les séries de Fourier qui sont pour des fonctions périodiques, ou définies sur un intervalle, c'est pareil, hein, si vous avez défini sur un intervalle, vous pouvez définir sur tout R en recollant le même, en la rendant périodique. Hein. Donc ça, c'est les fonctions périodiques avec les séries de Fourier, mais on peut l'étendre à la transformée de Fourier pour des fonctions définies sur toute R, et pas nécessairement périodiques. Donc je ne sais plus, septièmement, exemple 3. Cette fois, on va considérer L2 de R, qui est l'espace vectoriel des fonctions de carré sommable sur toute la droite réelle. Donc, fonction. C'est la généralisation de ce qui précède lorsque l'intervalle tend vers tout R. Et donc, on a, par définition, le produit scalaire entre f et g, ça va être la somme de moins l'infini à plus l'infini de f étoile de x, g de x dx. Ceci donne un bon produit hermitien qui a toutes les propriétés qu'il faut, associé à la norme hermitienne, f carré égale somme de module de f de x carré dx. Alors, deux carrés sommables, ça veut dire que ça, c'est un nombre, ça existe. Hein. Donc, c'est 2 carrés sommables au sens de Lebesgue, toujours, c'est l'intégrale de Lebesgue. Donc, toutes les fonctions qui vérifient ça forment un espace vectoriel qui est un espace de Hilbert si on le munit de ce produit hermitien et donc de la norme associée. Et le théorème de Riesz-Fischer nous dit que ceci est un espace de Hilbert. Alors, c'est pas trivial. Hein.
Donc c'est un espace de Hilbert séparable, c'est-à-dire qu'il y a une base de Hilbert il existe une base de Hilbert qui soit dénombrable. Alors en physique quantique, on utilisera des bases. Donc c'est l'espace typique des fonctions d'onde en physique quantique, hein, c'est pour ça que c'est si important. On utilise en général des bases qui ne sont pas des bases de Hilbert, formées à partir des distributions qu'on verra plus tard dans ce cours. Mais il existe des bases dénombrables, et par exemple, je crois que vous en avez vu une dans le premier TD, c'est les polynômes de Hermite. Hein. Alors la transformée de Fourier réalise une décomposition sur une base qui a l'air d'être une base infinie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce concept de base non hilbertienne est un petit peu délicat, mais il existe des bases de Hilbert, c'est ce qui est important pour le moment, c'est-à-dire qu'on peut mettre en correspondance cet espace-là, y compris avec donc L2 de R. Ces trois espaces vectoriels qui sont des espaces de Hilbert sont des espaces de Hilbert de même dimensionnalité et donc il y a un isomorphisme entre eux que l'on peut expliciter à travers les coefficients de développement sur une base de Hilbert donnée. Dès que vous avez identifié une base de Hilbert, les coefficients sont membres de L2 et donc vous pouvez identifier l'espace en question à L2, c'est-à-dire l'ensemble des suites de carrés sommables. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Ok, donc vous avez vu les polynômes de Hermite. Vous avez peut-être entendu parler des ondelettes aussi, qui forment une bonne base dénombrable. Mais comme vous le savez, on utilise aussi des familles non dénombrables. La famille des fp de x pour tout p dans R. Donc je vous le renote ici pour mémoire, où fp c'est e puissance i de pi p x. Hein, où vous reconnaissez ici la fonction sur laquelle on va faire les transformées de Fourier. Donc on verra ça la prochaine fois. Mais donc vous voyez que ça, c'est pas une base hilbertienne. C'est pas une base hilbertienne parce que, d'abord, cette fonction n'est pas de carré sommable. Ces fonctions ne font pas partie de l'espace en question. Néanmoins, et c'est ça toute la théorie des séries de Fourier, des transformations de Fourier cette fois, pour fonctions définies sur tout R, on peut décomposer n'importe quelle fonction comme une somme continue de fonctions comme ça. Hein. Vous savez qu'on peut, à chaque fois il manque une ligne, vous savez qu'on peut écrire f de x comme une somme de f tilde de p, e puissance, enfin fois ça, hein, i de pi px dx. Alors suivant les conventions, on peut mettre un surracine de pi. Hein, donc ceci ressemble à une décomposition continue sur ces fonctions-là. Mais ça, c'est pas une fonction. Enfin, donc ce fp, ce f tilde là, d'accord, la transformée de Fourier, peut-être préféré, je vais l'appeler k, ce sera peut-être plus simple. Enfin, je sais pas ce que vous allez. Non, c'est mieux avec p d'ailleurs. Bon, enfin bref, ok, ça, transformée de Fourier. Vous voyez que là, ça a l'air d'être une fonction, une somme continue. Et là, vous avez un ensemble non dénombrable de fonctions. Ça, c'est un ensemble non dénombrable. Mais ce ne sont pas des fonctions de l'espace, donc ce n'est pas une base de Hilbert du tout. Toutes les bases de Hilbert de cet espace-là sont dénombrables, puisque c'est la dimensionnalité de l'espace de Hilbert en question, qui est la même que celle-là et celle-là. Néanmoins, on utilisera ça. Donc on fera en maths la transformée de Fourier. On verra en physique quantique l'équivalent de ça,
qui sera un vecteur propre dans l'espace des impulsions, enfin un vecteur propre, pardon, de l'opérateur impulsion, c'est-à-dire un état quantique avec une impulsion bien définie. Et ben c'est l'heure, c'est ça? Bon, on va s'arrêter là. J'espérais commencer l'intégrale de Lebesgue. On fera ça mercredi prochain alors.